Partie 1. Le silence pesait lourd dans le bureau de notre restaurant, la table d'émeraude, ce soir-là. Les factures s'accumulaient sur le bureau en chaînes massifs que nous avions choisi ensemble, il y a 10 ans, quand nous avions ouvert cet établissement avec tant d'espoir et d'amour. Mes doigts tremblèrent légèrement en parcourant les chiffres qui ne mentèrent pas. Les revenus avaient chuté de 60% en 3 mois. 60%. Comment avions-nous pu arriver là? J'entendais Julien dans la cuisine, donnant des ordres d'une voix de plus en plus tendue au cuisinier. Sa frustration était palpable, et je savais qu'il finirait par exploser. C'était toujours ainsi avec lui. Quand les choses ne se passaient pas comme prévu, il cherchait un responsable. Et ces derniers temps, j'étais devenue sa cible favorite. Amélie. Sa voix résonna dans tout le restaurant, faisant sursauter même les derniers clients qui terminaient leur dessert. Je fermai les yeux un instant, respirant profondément avant de me lever. 18 ans de mariage m'avaient appris à reconnaître tous les tons de sa voix, et celui-ci n'annonçait rien de bon. Je le trouvais dans la cuisine, les mains sur les hanches, le visage rouge de colère. Les employés évitaient soigneusement son regard, s'affairant à leurs tâches avec une concentration exagérée. L'atmosphère était électrique, et je sentis mon estomac se nouer. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» demandai-je, essayant de garder un ton calme malgré l'appréhension qui m'envahissait. « Ce qui se passe ?» Il éclata d'un rire amer. « Regarde autour de toi, Amélie. Nous avons eu 12 couverts ce soir. 12. Un mercredi soir, nous devrions être pleins à craquer. Et toi, tu me demandes ce qui se passe ?» Je regardais effectivement autour de moi. La cuisine, autrefois bruissante d'activité, semblait presque vide. Marc, notre chef de cuisine depuis l'ouverture, préparait mécaniquement les dernières commandes, mais son enthousiasme habituel avait disparu. Sophie, notre pâtissière, rangeait ses ustensiles avec une tristesse évidente dans les gestes. Même Pierre, notre serveur le plus fidèle, semblait abattu en nettoyant les tables de la salle. « Julien, nous devons parler de ce qui s'est passé ces derniers mois. Les changements que tu as imposés, les changements que j'ai imposés ?» Il se tourna vers moi, les yeux flamboyants. « Tu veux dire les décisions que j'ai prises pour sauver notre affaire ? Parce que pendant que tu passais tes journées à écrire tes petites recettes sur ton blog ridicule, moi, je me battais pour maintenir ce restaurant à flot. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. Mon blog. Il avait toujours considéré ma passion pour l'écriture culinaire comme un passe-temps insignifiant, une distraction. Mais c'était bien plus que cela pour moi. C'était mon moyen d'expression, ma façon de partager ma passion pour la cuisine avec le monde. Et maintenant, il s'en servait comme d'une arme contre moi. Ce n'est pas juste, Julien. Tu sais très bien que j'ai toujours été impliquée dans la gestion du restaurant. J'étais là pour choisir les fournisseurs, pour élaborer les menus, pour... Pourquoi ? Il m'interrompit brutalement. Pour me compliquer la vie avec tes idées farfelues ? Pour insister sur des ingrédients hors de prix que nos clients ne savaient même pas apprécier ? Tu ne comprends rien aux affaires, Amélie. Rien du tout. Le silence se fit dans la cuisine. Même le bruit des casseroles avait cessé. Tous les employés nous regardaient maintenant, témoins malgré eux de cette dispute conjugale qui prenait des proportions qu'elle n'aurait jamais dû atteindre dans notre lieu de travail. « Très bien, » dis-je finalement, ma voix tremblante de colère contenue. « Si tu penses que je ne comprends rien aux affaires, pourquoi ne pas me l'expliquer ? Pourquoi ne pas me dire pourquoi tu as viré tous nos fournisseurs habituels pour faire appel à ceux de ton frère ? Pourquoi nos clients réguliers ne viennent plus ? Pourquoi ? Parce que ton frère propose des prix défiant toute concurrence. Voilà pourquoi, explosa-t-il. Parce que nous devions réduire nos coûts si nous voulions survivre. Parce que tes précieux fournisseurs artisanaux nous ruinaient. J'aurais voulu lui dire que la qualité avait un prix, que nos clients venaient justement pour cette différence que nous offrions, pour cette attention particulière que nous portions à chaque ingrédient. Mais je savais qu'il ne m'écouterait pas. Il ne m'écoutait plus depuis des mois. « Et la réunion du conseil d'administration de la semaine dernière ?» demandai-je, changeant de sujet pour aborder ce qui me faisait le plus mal. « Pourquoi ne m'as-tu pas convoqué ?» Son regard se durcit encore davantage. « Parce que j'ai pris une décision. À partir de maintenant, c'est moi qui gère entièrement le restaurant. Tu n'as plus à te soucier de ces questions. » « Comment ça ? Je n'ai plus à me soucier. » Ma voix monta malgré moi. « Julien, ce restaurant, c'est notre bébé à tous les deux. Nous l'avons construit ensemble, pierre par pierre. Comment peux-tu m'exclure ainsi ? » « Notre bébé ?» Il ricana. « Amélie, pendant que tu rêvais de devenir la nouvelle Julia Child avec ton blog, moi je me battais pour payer les factures. J'ai contracté des emprunts, négocié avec les banques, trouvé des solutions. Pendant que tu t'amusais à photographier des petits plats pour tes followers, moi je travaillais vraiment. » Ces mots me firent l'effet d'un coup de poignard. Comment pouvait-il réduire ma passion à un simple amusement ?
Comment pouvait-il ignorer toutes les heures que j'avais passées à développer des recettes, à écrire des articles, à construire une communauté autour de notre amour commun pour la cuisine? Tu sais quoi? Je retirai mon tablier et le jetai sur le plan de travail. Si tu penses pouvoir t'en sortir tout seul, alors vas-y, gère ton restaurant comme tu l'entends, mais ne compte plus sur moi pour t'aider à rattraper tes erreurs. Je sortis de la cuisine sous le regard médusé des employés. Dans la salle, les derniers clients terminaient leur repas dans une atmosphère tendue, ayant probablement entendu des bribes de notre dispute. J'étais mortifiée. Jamais nous n'avions étalé nos problèmes conjugaux devant notre personnel et nos clients. De retour dans notre appartement au-dessus du restaurant, je m'effondrais sur le canapé, les larmes aux yeux. Comment en étions-nous arrivés là? Comment l'homme que j'avais épousé, celui qui partageait ma passion pour la cuisine, celui qui m'encourageait à écrire mes premières recettes, était-il devenu cette personne amère et méprisante? J'allumai mon ordinateur portable et ouvris mon blog, Les Saveurs d'Amélie. La page d'accueil affichait fièrement le compteur, 2048 573 abonnés. 2 millions. J'avais du mal à y croire moi-même parfois. Tout avait commencé si modestement, avec quelques recettes familiales que je voulais partager avec le monde. Aujourd'hui, mes articles étaient lus par des millions de personnes, traduits dans plusieurs langues, repris par des magazines culinaires internationaux. Je parcourus les commentaires de mon dernier article, publié la semaine précédente. Des centaines de messages de remerciements, de suggestions, de partage d'expériences. Ces personnes, éparpillées aux 4 coins du monde, formaient une véritable communauté. Ils me faisaient confiance. Ils attendaient mes conseils. Ils testaient mes recettes dans leur propre cuisine. Et Julien trouvait tout cela ridicule. Un message privé attira mon attention. C'était Sarah, une journaliste culinaire qui suivait mon blog depuis ses débuts. « Amélie, j'espère que tout va bien. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles votre restaurant traversait une période difficile. Si vous avez envie de parler, n'hésitez pas à m'appeler. Sarah, des rumeurs. Le milieu de la restauration était un petit monde, et les nouvelles circulaient vite. Notre chute était-elle déjà connue de tous? Cette pensée me fit frissonner. Je fermai l'ordinateur et me dirigeai vers la fenêtre qui donnait sur la rue. Le restaurant était maintenant fermé, les lumières éteintes. Dans quelques heures, une nouvelle journée commencerait, et avec elle, de nouveaux défis. Mais pour la première fois depuis l'ouverture de La Table d'Émeraude, je me demandais si j'avais encore envie de les affronter. Le lendemain matin, je me réveillai avec une migraine carabinée. Julien était déjà parti au marché, comme chaque matin depuis 10 ans. Mais cette fois, il n'avait pas pris la peine de me réveiller pour que je l'accompagne. Cette tradition, qui avait toujours été un moment privilégié entre nous, venait de prendre fin. Je descendis au restaurant vers 10 heures. L'atmosphère était étrange, pesante. Les employés me saluaient avec une politesse forcée, évitant soigneusement de mentionner la dispute de la veille. Marc s'approcha de moi, l'air embarrassé. « Amélie, je voulais te parler, en privé, si c'est possible. » Nous nous installâmes dans un coin de la salle, loin des oreilles indiscrètes. Marc était avec nous depuis l'ouverture. C'était plus qu'un employé, c'était un ami. « Écoute, je ne veux pas me mêler de vos affaires personnelles, mais... » Il hésita, cherchant ses mots. « Les nouveaux fournisseurs que Julien a choisis, je sais que ce n'est pas ma place de critiquer, mais la qualité n'est plus la même. Les clients le remarquent. Que veux-tu dire exactement? Les légumes manquent de fraîcheur, la viande est parfois douteuse, et ne parlons pas des produits laitiers. Hier, j'ai dû jeter la moitié de la livraison de poissons. L'odeur était... » Il fit une grimace éloquente. Mon cœur se serra. J'avais soupçonné que quelque chose n'allait pas, mais entendre ces mots de la bouche de Marc me confirmait mes pires craintes. Et les clients, comment réagissent-ils? Ils ne disent rien directement, mais je vois leur tête. Madame Dubois, tu sais, notre habituelle du jeudi, elle a à peine touché à son plat la semaine dernière. Et monsieur le maire, celui qui venait tous les vendredis avec sa femme depuis 3 ans, il a annulé sa réservation habituelle. Chaque nom qu'il mentionnait était comme un coup de couteau. Ses clients, je les connaissais tous personnellement. J'avais mémorisé leurs goûts, leurs préférences, leurs allergies. Ils faisaient partie de la famille élargie de La Table d'Émeraude. « Marc, qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» Il me regarda longuement avant de répondre. « Je pense que tu devrais parler à Julien. Lui faire comprendre que les économies qu'il réalise sur les fournisseurs coûtent bien plus cher en perte de clientèle. » Mais il hésita encore. « Je pense aussi que tu devrais t'impliquer davantage dans la gestion. Tu as toujours eu un don pour comprendre ce que voulaient les clients. Julien ne veut plus que je m'implique dans la gestion. Il pense que je ne comprends rien aux affaires. Alors il se trompe. » La voix de Sophie, notre pâtissière, nous fit sursauter.
Elle s'était approchée sans que nous la remarquions. Pardonnez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Amélie, vous avez créé l'âme de ce restaurant. Vos idées, vos recettes, votre façon de recevoir les clients, c'est ça qui nous rendait spéciaux. Sophie a raison, renchérit Pierre, qui nous avait rejoints. Avant, quand vous étiez plus présente, les clients repartaient toujours avec le sourire. Maintenant, il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Nous savions tout ce qu'il voulait dire. Merci, murmurai-je, ému par leur soutien. Merci de me dire tout ça, mais je ne sais pas comment faire pour que Julien comprenne. Peut-être que vous devriez lui montrer, suggéra Marc. Lui prouver que vos idées marchent. Comment? Il refuse de m'écouter. Votre blog, dit Sophie avec enthousiasme. Vous avez des milliers de lecteurs. Peut-être pouvez-vous vous en servir pour faire passer un message. L'idée me fit frémir. Utiliser mon blog pour critiquer indirectement le restaurant? C'était impensable. Ou peut-être pas. Le reste de la journée se passa dans une ambiance tendue. Julien était revenu du marché de mauvaise humeur, se plaignant que les prix avaient encore augmenté. Il avait passé commande chez les fournisseurs de son frère sans même me consulter, comme s'il voulait bien me faire comprendre que mon avis ne comptait plus. L'affluence du déjeuner fut catastrophique. À peine 15 couverts, dans un restaurant qui pouvait accueillir 60 personnes. Julien accusait la concurrence, la crise économique, le mauvais temps. Tout sauf la vraie raison. Le soir, seul dans notre appartement, je repensais aux paroles de Sophie. Mon blog, cette plateforme que j'avais construite avec tant d'amour et de patience. Ces lecteurs fidèles qui me faisaient confiance. Pouvais-je vraiment m'en servir pour sauver notre restaurant? Je me connectais à mon interface d'administration et consultais les statistiques. Les chiffres étaient impressionnants. 2048 573 abonnés, un taux d'engagement de 15%, une moyenne de 500 000 vues par article. Ces données que Julien trouvait ridicules représentaient en réalité une force considérable. Une idée commença à germer dans mon esprit. Une idée terrible et merveilleuse à la fois. J'ouvris un nouveau document et commençai à écrire. Partie 2. L'article prit forme lentement, chaque mot pesé avec soin. Je savais que ce que j'étais en train d'écrire pourrait changer le cours de notre vie, peut-être même détruire définitivement notre mariage. Mais je n'avais plus le choix. Julien ne m'écoutait plus, il méprisait mon travail, il détruisait méthodiquement tout ce que nous avions construit ensemble. Quand l'amour de la cuisine se perd dans les compromis, tel était le titre que j'avais choisi. Pas de mention directe du restaurant, pas d'attaque frontale contre Julien, mais une réflexion profonde sur ce qui arrive quand on sacrifie la qualité au profit des économies, quand on oublie que la cuisine est avant tout une affaire de cœur. J'écrivais depuis 3 heures quand j'entendis Julien monter l'escalier. Il était plus de minuit, et il rentrait enfin de sa soirée avec son frère Thomas, passé à parler affaires, comme il disait. En réalité, je savais qu'ils avaient probablement noyé leurs soucis dans l'alcool, en se convainquant mutuellement que tous leurs problèmes venaient d'ailleurs. Il entra dans notre chambre sans même me regarder, se déshabilla en silence et se glissa sous les draps en me tournant le dos. Cette distance physique et émotionnelle me fit plus mal que tous ses reproches. Nous qui avions été si proches, si complices, nous étions devenus 2 étrangers partageant le même lit. Je sauvegardai mon article en brouillon et fermai l'ordinateur. Demain, je prendrai ma décision. Publier ou ne pas publier. Mais avant cela, je voulais donner une dernière chance à notre couple. Une dernière chance au dialogue. Le lendemain matin, je me levai tôt et préparai le petit déjeuner de Julien, comme je le faisais depuis 18 ans. Croissants frais de la boulangerie d'à côté, confiture de framboises maison, café qu'il aimait fort et sans sucre. Ces petits gestes d'amour quotidien qui avaient ponctué notre vie commune et qui, malgré tout, me manqueraient si tout s'effondrait. Il descendit vers 8 heures, déjà habillé et prêt à partir au marché. Il s'arrêta en voyant le petit déjeuner dressé avec soin sur la table de la cuisine. « Tu n'étais pas obligé », dit-il d'une voix neutre. « Je sais, j'en avais envie. » Je m'assis en face de lui, les mains autour de ma tasse de thé. « Julien, il faut qu'on parle. » Il soupira, comme si cette conversation était une corvée de plus dans sa journée chargée. « Amélie, nous n'avons rien à nous dire. J'ai pris mes décisions et je les assume. Mais moi, je ne les assume pas. » Ma voix était calme, mais ferme. Ce restaurant, c'était notre rêve commun. Tu es en train de le détruire. Je le détruis? Il posa sa tasse avec un peu trop de force, faisant déborder le café. Amélie, tu ne comprends décidément rien. Je me bats pour le sauver, en virant nos meilleurs fournisseurs, en servant de la nourriture de mauvaise qualité, en perdant nos clients fidèles un par un, en réduisant nos coûts, en essayant de rendre cette affaire rentable, pendant que madame s'amuse avec son blog. Monsieur essaie de payer les factures. Une fois de plus,
Il revenait à mon blog, toujours avec ce ton méprisant qui me blessait profondément. Je pris une profonde inspiration avant de continuer. Mon blog, justement. Parlons-en. Ah non, pas encore. Il se leva brusquement. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes histoires de recettes et de photos Instagram. J'ai un restaurant à faire tourner, moi. Assieds-toi, s'il te plaît. Quelque chose dans mon ton le fit hésiter. Il me regarda avec surprise, puis se rassit lentement. Julien, mon blog a 2 millions d'abonnés. Il éclata de rire. 2 millions. Tu rêves, Amélie. 2000, peut-être. Et encore. Je sortis mon téléphone et lui montrai l'écran. Il se pencha, incrédule, et je vis son visage changer d'expression au fur et à mesure qu'il lisait les chiffres. 2 48 573 abonnés, pour être exact. Et mon dernier article a été lu par plus de 800 000 personnes en une semaine. Il resta silencieux, fixant l'écran comme s'il voyait un fantôme. Puis, il leva les yeux vers moi, et pour la première fois depuis des mois, je vis autre chose que du mépris dans son regard. De la surprise, de l'incompréhension, et peut-être même une pointe de respect. Comment est-ce possible? Parce que j'ai travaillé, Julien. Pendant que tu pensais que je m'amusais, j'ai construit quelque chose. J'ai créé du contenu de qualité, j'ai établi une relation de confiance avec mes lecteurs, j'ai développé ma marque personnelle. Il continua à fixer les chiffres, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Mais tu ne m'as jamais dit, tu ne m'as jamais demandé, et quand j'essayais de t'en parler, tu me coupais la parole en disant que c'était un passe-temps ridicule. Un long silence s'installa entre nous. Je voyais presque les rouages de son cerveau fonctionner, recalculer toutes ses certitudes. L'homme d'affaires en lui commençait à comprendre ce que représentèrent ces chiffres. Et, financièrement, c'était bien lui. Toujours ramener les choses à l'argent. Mais cette fois, j'étais préparée. L'année dernière, mon blog m'a rapporté plus de 300 000 €. Partenariats, publicité, collaboration avec des marques, vente de livres de recettes. Il faillit tomber de sa chaise. 300 000 €? Oui. Et cette année, on devrait dépasser les 500 000. Mais, où va cet argent? Sur un compte séparé. Je me suis dit que ça nous ferait un petit coussin pour les mauvais jours. Je marquai une pause. Apparemment, les mauvais jours sont arrivés. Julien se prit la tête dans les mains. Quand il releva les yeux, j'y vis une confusion profonde, comme s'il découvrait qu'il ne me connaissait pas vraiment. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que tu n'as jamais pris mon travail au sérieux. Parce que chaque fois que j'essayais de te parler de mes projets, tu balayais ça d'un revers de main. Parce que tu as fini par me faire croire que ce que je faisais n'avait aucune valeur. Il se leva et fit les 100 pas dans la cuisine, les mains dans les cheveux. Je ne savais pas. Je pensais vraiment que quoi? Que j'étais une petite épouse qui s'amusait pendant que monsieur travaillait? Non, enfin, peut-être. Il s'arrêta et me regarda. Amélie, j'ai été stupide. C'était la première fois depuis des mois qu'il reconnaissait une erreur. Un petit espoir naquit en moi. Julien, nous pouvons encore sauver le restaurant. Ensemble. Mais il faut que tu acceptes que nous soyons partenaires à égalité. Comment? Avec ton blog? Entre autres. Mais d'abord, il faut revenir aux bases. Retrouver nos vrais fournisseurs. Rétablir la qualité qui faisait notre réputation. Reconquérir nos clients. Il s'assit lourdement. Les fournisseurs de Thomas nous font économiser 40% sur nos achats. Et ils nous font perdre 60% de notre clientèle. Tu vois le problème? Pour la première fois, je le vis vraiment réfléchir à mes paroles au lieu de les rejeter automatiquement. Mais si nous revenons aux anciens fournisseurs, avec la baisse de chiffre d'affaires actuelle, nous ne pourrons plus payer les traites de la banque. C'est là que mon blog peut nous aider. Il me regarda avec curiosité. Comment? En parlant du restaurant, en faisant de la promotion, en expliquant notre philosophie culinaire. Mes lecteurs me font confiance, Julien. Si je leur recommande un restaurant, ils viendront. Tu ferais ça? Après tout ce qui s'est passé? Si tu acceptes de me faire confiance, si tu acceptes que nous reprenions les choses ensemble, comme au début. Il resta silencieux un long moment, puis hocha lentement la tête. D'accord, essayons. Ce simple mot, essayons, me fit l'effet d'une bouffée d'oxygène après des mois d'asphyxie. Nous allions peut-être pouvoir sauver notre restaurant, et avec lui, notre couple. Bien, première étape, appelle nos anciens fournisseurs, dis-leur que nous revenons. Et si certains refusent? Thomas m'a dit qu'ils étaient furieux quand nous avons rompu nos contrats. Nous nous excuserons, nous expliquerons la situation. Et si nécessaire, nous paierons des pénalités. Avec quel argent? Avec l'argent de mon blog. Il me regarda comme si je venais de lui proposer de vendre nos âmes au diable. Amélie, je ne peux pas accepter que tu paies pour mes erreurs. Nos erreurs, Julien. Ce restaurant, c'est nous deux. Tes erreurs sont mes erreurs. Et inversement. Il acquiesça.
visiblement ému. Et ton frère? Comment vais-je lui annoncer que nous arrêtons de travailler avec ses fournisseurs, en lui disant la vérité, que nous avons fait une erreur et que nous devons la corriger? Il va être furieux, probablement, mais c'est notre affaire qui est en jeu, pas la sienne. Julien se leva et se dirigea vers le téléphone. Je vais commencer par appeler Bernard, notre ancien fournisseur en légumes. Pendant qu'il passait ses coups de fil, j'ouvris mon ordinateur et relus l'article que j'avais écrit la veille. Il était bon, peut-être même excellent, mais il n'était plus d'actualité. Notre réconciliation changeait tout. Je supprimai le texte et commençai à en écrire un nouveau. Celui-ci serait différent, optimiste, constructif, parlant de renouveau et de retour aux sources. Il raconterait l'histoire d'un couple qui avait failli perdre son restaurant par orgueil et incompréhension, mais qui avait su retrouver le chemin de l'excellence culinaire. Bernard accepte de nous reprendre, annonça Julien depuis le salon. Il dit qu'il a toujours su que nous reviendrions. Je souris. Bernard nous connaissait bien. Il avait été notre premier fournisseur, celui qui nous avait fait découvrir les meilleurs producteurs de la région. C'était un homme de parole, et je savais qu'il nous aiderait à retrouver la qualité qui avait fait notre réputation. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'appels téléphoniques. Certains anciens fournisseurs acceptèrent immédiatement de reprendre nos livraisons, d'autres demandèrent des explications, quelques-uns exigèrent des garanties financières. Mais petit à petit, nous reconstituions notre réseau de partenaires de qualité. Le plus difficile fut l'appel à Thomas. Julien dut s'y reprendre à 3 fois avant de composer le numéro. La conversation fut houleuse. Je l'entendais crier depuis la cuisine. Thomas accusait son frère d'ingratitude, de folie, de sabordage économique. Julien tint bon, expliquant que c'était une question de survie pour le restaurant. Quand il raccrocha, il était pâle et tremblant. Il m'a dit que j'étais manipulée par ma femme et que je le regretterais. « Tu regrettes ?» Il me regarda longuement, puis secoua la tête. « Non, j'aurais dû t'écouter depuis le début. » Cette phrase simple effaça des mois de rancœur et de malentendus. Nous nous prîmes dans les bras pour la première fois depuis si longtemps, et je sentis que nous avions une chance de reconstruire quelque chose de beau ensemble. « Maintenant, » dis-je en me dégageant doucement de son étreinte, « il faut que j'écrive l'article le plus important de ma carrière de blogueuse. » L'article sur le restaurant ? Oui, mais pas n'importe comment. Il faut que ce soit parfait, authentique, émouvant. Les gens doivent sentir notre passion, notre engagement, notre retour aux vraies valeurs. Tu penses vraiment que ça peut marcher ? J'en suis certaine. Mes lecteurs cherchent l'authenticité, la vraie cuisine, les vraies histoires. Notre histoire en est une, avec ses hauts et ses bas, ses erreurs et sa rédemption. Je passais le reste de la journée à peaufiner mon article. Je racontais sans fausse pudeur notre parcours, l'ouverture du restaurant, nos années de bonheur, la crise, nos erreurs, notre prise de conscience, et maintenant notre détermination à retrouver l'excellence. Je parlais de nos nouveaux menus, élaborés avec les meilleurs produits de la région, de notre équipe passionnée, de notre accueil chaleureux. Mais surtout, je parlais d'amour, l'amour de la cuisine, l'amour du métier, l'amour des clients, car c'était cela, au fond, qui faisait la différence. Tous les restaurants pouvaient servir de la nourriture, mais seuls ceux qui le faisaient avec amour marquaient vraiment les esprits. En fin d'après-midi, l'article était terminé. Je le relus une dernière fois, apportai quelques corrections mineures, puis l'envoyai à Julien pour qu'il le lise. Il resta silencieux pendant qu'il parcourait le texte, et je vis ses yeux s'humidifier à plusieurs reprises. Quand il l'eut terminé, il leva les yeux vers moi. « C'est magnifique, Amélie. Tu as réussi à mettre des mots sur tout ce que nous ressentons. Tu penses que je peux le publier ? Oui. Non. Attends. » Il se leva soudainement. « Il faut que je fasse quelque chose avant. » Il disparut dans la cuisine, et je l'entendis s'affairer. Une demi-heure plus tard, il revint avec un plateau où était disposé le plus beau repas qu'il m'ait préparé depuis des années. Foie gras de canard poêlé aux figues, magret aux épices, fromages affinés, tarte aux poires et chocolat. Tout était parfait. « Julien, c'est notre nouveau menu, celui dont tu parles dans ton article. Je voulais que tu y goûtes en première, que tu me dises s'il est à la hauteur de tes attentes. » J'étais émue aux larmes. Il avait cuisiné pour moi comme au temps de nos fiançailles, avec cette attention particulière, cette recherche de la perfection qui faisait de lui un grand chef. Nous dînâmes en silence, savourant chaque bouchée. Tout était délicieux, raffiné, équilibré. C'était le Julien que j'avais épousé qui était revenu, celui qui savait que la cuisine était un art avant d'être un commerce. « Alors ?» demanda-t-il quand j'eus terminé. « C'est parfait, absolument parfait. Nos clients vont adorer. » Il sourit, et pour la première fois depuis des mois, ce sourire atteignit ses yeux.
Dans ce cas, tu peux publier ton article. Je me dirigeais vers l'ordinateur, le cœur battant. J'avais écrit des centaines d'articles, mais aucun n'avait jamais eu autant d'importance. Celui-ci pourrait sauver notre restaurant, notre mariage, notre avenir. Je cliquais sur « Publier » et l'article apparut immédiatement sur mon blog. Il était accompagné de photos que j'avais prises dans l'après-midi, la façade du restaurant, la salle élégamment décorée, quelques-uns des plats du nouveau menu, et une photo de Julien et moi en cuisine, souriants et complices. « C'est fait », annonçai-je. Julien vint se placer derrière moi et posa ses mains sur mes épaules. Nous regardâmes ensemble l'article s'afficher sur l'écran, ce petit bout de notre vie offert en pâture au monde entier. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, nous attendons, et nous nous préparons à accueillir nos clients comme ils le méritent. » Ni lui ni moi ne pouvions imaginer ce qui nous attendait. Partie 3. Les premières réactions ne se firent pas attendre. Moins d'une heure après la publication, mon téléphone commença à vibrer incessamment. Notifications de commentaires, messages privés, partages sur les réseaux sociaux. L'article prenait une ampleur que je n'avais pas anticipée. « Regarde ça !» dis-je à Julien en lui montrant l'écran. Déjà 3000 commentaires et 15 000 partages. Il se pencha par-dessus mon épaule, incrédule. En une heure, les réseaux sociaux, c'est comme ça. Quand quelque chose touche les gens, ça se propage à une vitesse folle. Je parcourais rapidement les commentaires, le cœur battant. La plupart étaient positifs, émouvants même. Des lecteurs qui partageaient leurs propres expériences de couple en difficulté, d'autres qui saluèrent notre courage de nous remettre en question, certains qui promettèrent de venir dîner au restaurant dès que possible. « Celui-là est formidable », murmurai-je en lisant à voix haute. « Merci Amélie pour cette leçon d'humilité et d'amour. Votre histoire prouve qu'il n'est jamais trop tard pour reconnaître ses erreurs et repartir sur de bonnes bases. Mon mari et moi traversons nous aussi une période difficile avec notre petite entreprise, et votre article nous donne de l'espoir. Nous serons à la table d'émeraude vendredi soir. » Julien était ému. « Elle va vraiment venir ? » Apparemment. Et regarde, il y en a d'autres. Je fis défiler les commentaires. Celui-ci dit qu'il habite à 2 heures de route, mais qu'il organisera un week-end spécialement pour venir chez nous. Et là, une dame qui dit qu'elle va offrir un dîner au restaurant à son fils pour son anniversaire. Mais tous les commentaires n'étaient pas positifs. Certains lecteurs critiquaient notre récupération commerciale, d'autres mettaient en doute la sincérité de notre démarche. Une femme écrivait « Facile de jouer sur l'émotion pour remplir un restaurant vide. Si vous étiez vraiment passionné, vous n'auriez jamais laissé les choses se dégrader à ce point. Elle n'a pas tort, admit Julien après avoir lu ce commentaire. Nous avons vraiment merdé. Oui, mais l'important, c'est ce que nous faisons maintenant. Je lui pris la main. Et puis, regarde plutôt ça. Je lui montrai un message privé qui venait d'arriver. Il provenait de Claire Dubois, une critique gastronomique réputée que je suivais depuis des années sur les réseaux sociaux. Chère Amélie, votre article m'a profondément touchée. J'ai connu des hauts et des bas similaires dans ma propre carrière. Si vous le souhaitez, j'aimerais venir dîner chez vous la semaine prochaine. Non pas pour une critique officielle, mais pour découvrir ce renouveau dont vous parlez avec tant de passion. Bien à vous, Claire Dubois. Julien devint livide. Claire Dubois ? La Claire Dubois ? Celle qui peut faire ou défaire un restaurant d'un seul article ? Elle-même. Mais regarde, elle précise que ce ne sera pas pour une critique officielle. Elle vient par curiosité, par empathie. Amélie, si elle n'aime pas, elle aimera. Ma voix était pleine d'assurance. Parce que nous allons lui servir le meilleur repas de sa vie. Parce que nous allons mettre tout notre cœur dans chaque plat, dans chaque geste. Le téléphone du restaurant se mit à sonner, puis à sonner encore et encore. Julien et moi nous regardâmes, incrédules. Il était 21h30 un mardi soir, et notre téléphone n'avait pas sonné autant depuis des mois. « Je réponds ?» demanda Julien. « Vas-y. Restaurant La Table d'Émeraude. Bonsoir. » Sa voix tremblait légèrement. Une pause. « Oui, nous prenons les réservations. Pour quand souhaiteriez-vous venir ? » Encore une pause. « Vendredi soir ? » Je regarde. « Oui, nous avons encore de la place. »« À quelle heure ? » Il griffonna rapidement sur un carnet. « Parfait, c'est noté. »« Merci beaucoup. » Il raccrocha et me regarda, les yeux brillants. « Une réservation pour 4 personnes vendredi soir. Ils ont dit qu'ils avaient lu votre article et qu'ils avaient hâte de découvrir notre nouvelle carte. » Le téléphone sonna à nouveau. Puis encore. En l'espace d'1 heure, nous prîmes 12 réservations pour les jours suivants. 12 réservations qui représentaient plus de couverts que nous n'en avions eu durant toute la semaine précédente. « Mon Dieu !» murmura Julien en raccrochant après la 12e conversation. « Qu'est-ce qui se passe ? » Ce qui se passe, c'est que les gens ont envie d'authenticité. Ton article leur a touché parce qu'il était vrai.
sincère. Dans un monde où tout semble artificiel, il cherche du réel. Je continuais à surveiller les statistiques de l'article. Les chiffres grimpaient de manière exponentielle. 50 000 vues, 100 000, 200 000. À minuit, nous avions dépassé les 500 000 vues. 500 000 personnes ont lu notre histoire en 3 heures, murmurai-je, encore incrédule moi-même. Et combien vont vraiment venir? Même si seulement 1% d'entre elles viennent, ça fait 5 000 clients potentiels. Julien s'assit lourdement sur une chaise. 5 000 clients. Amélie, nous ne sommes pas prêts. Notre équipe, nos stocks, notre organisation... Il avait raison. Nous avions tellement pris l'habitude du calme plat que nous avions réduit nos effectifs, diminué nos commandes, relâché notre vigilance. Comment allions-nous gérer un afflux soudain de clientèle? Nous allons nous adapter, déclarai-je, avec une détermination que je ne me connaissais pas. Demain matin, tu rappelles tous les employés que nous avons dû laisser partir. Tu augmentes les commandes. Tu vérifies que tout l'équipement fonctionne parfaitement. Et s'ils ne peuvent pas revenir, certains ont trouvé d'autres emplois, alors nous en trouvons d'autres. Julien, c'est notre chance de sauver le restaurant. Nous ne pouvons pas la gâcher. Il hocha la tête, mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. Après des mois de galère, il avait du mal à croire que nous pouvions vraiment nous en sortir. Et si c'est juste un feu de paille? Demanda-t-il. Si les gens viennent une fois par curiosité et ne reviennent jamais, alors nous ferons en sorte qu'ils reviennent, en leur offrant une expérience inoubliable, en leur montrant que nous méritons leur confiance. Nous restâmes éveillés jusqu'à 3 heures du matin, planifiant les jours suivants, organisant la remobilisation de l'équipe, ajustant les menus, calculant les quantités nécessaires. C'était la première fois depuis des mois que nous travaillions vraiment ensemble, comme une équipe, et malgré la fatigue, je me sentais revivre. Le lendemain matin, Julien partit tôt au marché avec une liste de courses 3 fois plus longue que d'habitude. Il avait passé une grande partie de la nuit au téléphone avec nos fournisseurs, expliquant la situation, négociant des livraisons d'urgence, s'excusant pour les mois difficiles que nous avions traversés. De mon côté, je me chargeais de contacter nos anciens employés. Ce fut une expérience humiliante et émouvante à la fois. Certains étaient amers, nous reprochant de les avoir abandonnés quand nous avions eu des difficultés. D'autres, plus compréhensifs, acceptèrent immédiatement de revenir nous aider. Marie, notre ancienne serveuse, éclata en sanglots au téléphone. « Amélie, j'ai lu votre article cette nuit. J'ai pleuré comme une madeleine. Bien sûr que je reviens. La table d'émeraude, c'était ma famille. Antoine, un jeune commis que nous avions formé et qui travaillait maintenant dans une brasserie de chêne, fut plus direct. J'arrive cet après-midi. Cette brasserie me tue à petit feu. Chez vous, au moins, on fait de la vraie cuisine. » En fin de matinée, nous avions reconstitué presque toute notre équipe. Ceux qui ne pouvaient pas revenir immédiatement s'étaient engagés à nous aider pendant les week-ends. L'émotion était palpable quand ils commencèrent à arriver au restaurant. Il y eut des embrassades, des larmes, des rires nerveux. Nous étions de nouveau réunis. Marc, notre chef de cuisine, prit les choses en main avec son efficacité habituelle. « Bon, maintenant que nous sommes tous là, au travail. Nous avons 3 jours pour nous remettre en ordre de bataille. Julien, où en sont les livraisons ?» L'après-midi fut un tourbillon d'activités. Nous révisions les recettes, ajustions les portions, testions les nouveaux plats que Julien avait élaborés. L'ambiance était électrique, mélange d'excitation et d'appréhension. Nous savions que nous jouions gros. Vers 15 heures, Sophie arriva en courant de la salle. « Amélie, il y a une équipe de télévision dehors. Ils veulent vous interviewer. » Je regardais par la fenêtre. Effectivement, un camion de France 3 régional était garé devant le restaurant, et une journaliste que je reconnus vaguement attendait avec son caméraman. « Qu'est-ce qu'ils veulent ?» demanda Julien, soudain panique. Ils ont dû lire l'article. L'histoire du couple qui sauve son restaurant, ça fait un bon sujet pour le journal régional. « Tu vas y aller ?» J'hésitais. L'interview pourrait nous donner encore plus de visibilité, mais elle pouvait aussi mal tourner si la journaliste posait les mauvaises questions. « Nous y allons ensemble », décidai-je finalement. C'est notre histoire à tous les deux. L'interview dura 20 minutes. La journaliste, heureusement bienveillante, nous posa des questions sur notre parcours, notre crise, notre renaissance. Julien était nerveux au début, mais il se détendit rapidement et parla avec passion de sa cuisine, de son amour pour le métier. « Et vous, Madame Moreau, que représente pour vous ce succès de votre blog ?» me demanda la journaliste en conclusion. « C'est la preuve que l'authenticité paie toujours. Mes lecteurs me font confiance parce que je suis sincère avec eux. Je partage mes échecs autant que mes réussites. Et aujourd'hui, cette confiance nous aide à reconstruire ce que nous avions failli perdre. »
Une dernière question. Que diriez-vous aux couples qui traversent des difficultés similaires? Julien et moi nous regardâmes, puis il prit ma main avant de répondre. Que l'orgueil est le pire ennemi de l'amour. J'ai failli perdre ma femme et mon restaurant parce que j'étais trop fière pour reconnaître mes erreurs. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Quand l'équipe de télévision repartit, nous retournâmes en cuisine, épuisés mais satisfaits. L'interview passerait au journal de 19h, nous donnant encore plus de visibilité. « J'ai l'impression de rêver », murmura Julien en regardant l'effervescence qui régnait dans la cuisine. « Hier, nous étions au bord de la faillite, et aujourd'hui, nous avons une seconde chance. » Je l'embrassai tendrement. « Mais attention, le plus dur commence maintenant. Il faut être à la hauteur des attentes que nous avons créées. » Il hocha la tête, le regard déterminé. « Nous y arriverons, ensemble. » Le soir même, nous organisâmes une réunion avec toute l'équipe. Assis autour de la grande table de la salle privée, nous fîmes le point sur la situation. Les réservations continuaient d'affluer. Nous en étions à plus de 60 pour les 3 jours suivants. 60 couverts, répéta Marc pensif. C'est faisable, mais il va falloir être parfaitement coordonné. Aucune erreur ne sera tolérée. Et en salle? Demandai-je à Marie. Avec Pierre et Antoine en renfort, nous devrions nous en sortir. Mais il faudra peut-être revoir l'organisation des tables pour optimiser le service. Nous passâmes 2 heures à tout planifier dans le moindre détail. Qui ferait quoi? Quand? Comment? Les rôles de chacun, les procédures d'urgence, les solutions de secours. Nous n'avions pas le droit à l'erreur. Quand la réunion se termina, vers 23h, l'équipe était soudée et motivée comme jamais. En les regardant partir, je me dis que nous avions peut-être perdu quelques batailles, mais que nous n'avions pas encore perdu la guerre. « Tu penses que nous y arriverons ?» me demanda Julien une fois que nous fûmes seuls. « J'en suis certaine. Regarde ce que nous avons accompli en une journée. Regarde l'énergie de l'équipe. Regarde l'amour que nous avons tous pour ce métier. Comment pourrions-nous échouer ?» Il me serra dans ses bras, et je sentis qu'il retrouvait confiance. Demain serait un grand jour, le premier jour de notre nouvelle vie. Partie 4. Le vendredi soir arriva plus vite que nous ne l'avions anticipé. À 17h, la cuisine était dans un état de préparation méthodique que nous n'avions pas connu depuis des mois. Les légumes étaient taillés avec une précision chirurgicale, les sauces mijotaient doucement, les viandes marinaient dans leur préparation secrète. L'odeur qui régnait dans les lieux me rappelait nos plus belles années, quand la passion guidait chacun de nos gestes. Julien vérifiait une dernière fois la cuisson de ses terrines maison quand Marie fit irruption dans la cuisine, le visage rayonnant d'excitation. « Vous ne devinerez jamais qui vient de réserver pour ce soir. Claire Dubois ?» demandai-je, le cœur battant. « Non, mieux que ça. Enfin, différent. » Elle brandissait son carnet de réservation comme un trophée. « Jean-Pierre Coff. Il a appelé il y a 10 minutes. Il sera là à 20h avec sa femme. » Le silence tomba dans la cuisine. Jean-Pierre Coff, le critique gastronomique le plus redoutable de la région, celui dont une mauvaise critique pouvait ruiner un restaurant en une semaine. Julien devint livide. Il a dit pourquoi il venait. Il a lu l'article d'Amélie et l'interview à la télé. Il a dit qu'il était curieux de voir si notre renaissance était authentique ou du marketing bien ficelé. « Mon Dieu !» murmura Julien en s'appuyant contre le plan de travail. « S'il n'aime pas, il aimera », le coupai-je avec une assurance que j'étais loin de ressentir. « Parce que nous allons lui servir le repas de sa vie. » Marc, notre chef de cuisine, prit les choses en main. « Bon, tout le monde au travail. Jean-Pierre Coff ou pas, nous avons un service à assurer. Julien, concentre-toi sur tes spécialités. Amélie, tu t'occupes de la salle avec Marie. Et surtout, n'oubliez pas, nous cuisinons avec amour, pas avec stress. » L'équipe se remit au travail avec une détermination redoublée. Chacun savait que cette soirée pourrait déterminer l'avenir du restaurant. Les premiers clients arrivèrent à 19h. Un couple de quinquagénaires qui nous sourit chaleureusement en franchissant la porte. « Bonsoir, nous sommes les Martineau. Nous avons lu votre magnifique article, Madame Moreau. Nous venons de Lyon spécialement pour dîner chez vous. » Leur enthousiasme me réchauffa le cœur. Je les installai à une table près de la fenêtre et leur expliquai personnellement notre nouvelle carte. Ils écoutaient avec attention, posèrent des questions pertinentes sur les produits, l'origine des viandes, les techniques de cuisson. D'autres clients arrivèrent rapidement. La salle se remplissait progressivement, et l'ambiance était exceptionnelle. Ces gens n'étaient pas venus par hasard. Ils avaient fait la démarche de nous faire confiance après avoir lu notre histoire. Il y avait une bienveillance palpable, une envie de nous voir réussir. À 20h précises, Jean-Pierre Coff franchit la porte. Grand, imposant,
le regard perçant derrière ses lunettes, il était exactement tel que je l'avais imaginé. Sa femme, plus discrète, l'accompagnait en souriant poliment. « Bonsoir, monsieur Koff, dis-je en m'avançant vers lui. C'est un honneur de vous recevoir. » Il me scruta de la tête aux pieds, puis hocha la tête. « Madame Moreau, j'espère. Votre article m'a intrigué. Voyons si la réalité est à la hauteur de vos mots. » Je les installai à une table légèrement à l'écart, comme il l'avait demandé. Quand je leur apportai la carte, Jean-Pierre Koff la parcourut rapidement, fronçant parfois les sourcils, approuvant d'un hochement de tête pour certains plats. « Ces produits, dit-il en pointant du doigt une ligne de la carte, ce foie gras de canard aux figues, d'où vient-il? De la ferme Dubosc, dans le Gers. Monsieur Dubosc élève ses canards en liberté totale et les nourrit exclusivement au maïs de sa production. C'est un artisan que nous connaissons depuis l'ouverture du restaurant. Et c'est Saint-Jacques, pêché ce matin même en baie de Saint-Brieuc par le bateau de Michel Kervran. Elles arrivent vivantes, et nous les préparons dans la journée. » Il continua son interrogatoire pendant plusieurs minutes, testant mes connaissances, vérifiant que nous ne mentions pas sur la provenance de nos produits. Je répondais avec passion, détaillant chaque fournisseur, chaque technique de préparation. « Bien, » finit-il par dire, « nous prendrons le menu dégustation. Et dites à votre mari que je veux voir ce dont il est capable. » Je transmis le message en cuisine, où Julien était déjà en sueur malgré la fraîcheur de la soirée d'automne. « Jean-Pierre Koff veut le menu dégustation. Il dit qu'il veut voir ce dont tu es capable. »« Parfait, » répondit Julien, les mâchoires serrées. « Il va voir. » Ce qui suivit fut un ballet culinaire d'une précision époustouflante. Chaque plat qui sortait de cuisine était une œuvre d'art, à la fois visuellement parfait et parfumé à la perfection. L'amuse-bouche, une mini-tartelette de chèvre frais aux herbes de Provence et miel de lavande, partit vers la table de Jean-Pierre Koff portée par Marie comme s'il s'agissait du Saint Graal. Je surveillais discrètement sa réaction. Il goûta lentement, mâcha consciencieusement, fit tourner les saveurs en bouche. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais je le vis noter quelque chose sur son carnet. Le foie gras aux figues suivit, accompagné d'un pain brioché que Sophie avait pétri avec amour dans l'après-midi. Cette fois, je vis Jean-Pierre Koff fermer les yeux en dégustant, signe qu'il appréciait réellement. Sa femme souriait, ce qui était également bon signe. Pendant ce temps, les autres tables vivaient leur propre expérience gastronomique. Le couple de Lyon n'arrêtait pas de complimenter chaque plat, une table de jeunes amoureux prenait des photos de leurs assiettes pour les partager sur Instagram. Un groupe d'amis célébrait un anniversaire dans une ambiance détendue et joyeuse. L'entrée de Jean-Pierre Koff fut les Saint-Jacques poêlés, accompagnés d'une purée de topinambour et d'une émulsion de truffes. Marc l'avait préparé avec un soin tout particulier, et le résultat était visuellement parfait. La cuisson des Saint-Jacques était nacrée, exactement comme il fallait. Cette fois, Jean-Pierre Koff ne put masquer sa satisfaction. Il hocha la tête avec approbation et dit quelques mots à sa femme, qui sourit plus largement. Mon cœur commença à se desserrer. Le plat principal était le magret de canard aux épices, la spécialité de Julien, celle qui avait fait notre réputation au début. Il l'avait cuisiné avec une attention particulière, contrôlant la cuisson minute par minute pour obtenir cette texture rosée parfaite qui caractérisait sa cuisine. Quand Marie posa l'assiette devant Jean-Pierre Koff, un silence relatif se fit dans la salle. Même les autres clients semblaient comprendre qu'un moment important se jouait. Le critique découpa un morceau de viande, le goûta avec concentration, puis attaqua les accompagnements. Purée de châtaigne, légumes de saison rôtis, jus corsé aux baies roses. Pour la première fois de la soirée, il sourit. Un sourire discret, mais indéniable. Ma tension commença à retomber. Les fromages furent servis avec un assortiment de confitures maison que j'avais préparé l'été précédent. Jean-Pierre Koff prit son temps pour choisir, questionnant Marie sur l'affinage, l'origine de chaque fromage. Tout était parfait. Le roquefort de chez Papillon, le camembert de Normandie affiné par Maître Laurent, le chèvre cendré des Cévennes. Enfin vint le dessert, la tarte aux poires et chocolat qui était devenue ma signature. Sophie avait surpassé son talent habituel, créant une œuvre d'art qui alliait finesse visuelle et équilibre des saveurs. La pâte était croustillante, les poires fondantes, le chocolat onctueux sans être écœurant. Jean-Pierre Koff prit sa première bouchée, et je vis ses yeux s'écarquiller légèrement. Il mâcha lentement, savourant chaque note, puis reprit immédiatement une deuxième bouchée. C'était gagné. À la fin du repas, il demanda à voir Julien. Mon mari sortit de cuisine, les mains encore tremblantes de fatigue et d'émotion. Jean-Pierre Koff se leva et lui tendit la main. « Monsieur Moreau, c'était remarquable.
Vous cuisinez comme on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui, avec technique et âme. Votre magret était parfait, et je ne dis pas cela à la légère. Julien rougit de plaisir. Merci, monsieur Koff. Venant de vous, c'est mérité. Il se tourna vers moi. Madame Moreau, votre article disait vrai. Vous avez vraiment retrouvé votre excellence. Ce restaurant mérite sa réputation. Il régla l'addition avec un généreux pourboire et partit en nous serrant la main chaleureusement. Quand la porte se referma derrière lui, toute l'équipe explosa de joie. Nous avions réussi. Le reste du service se déroula dans une ambiance euphorique. Tous les clients repartirent enchantés, certains prenant déjà rendez-vous pour revenir. La salle se vida vers minuit, nous laissant épuisés mais heureux. « Nous avons réussi », murmura Julien en s'effondrant sur une chaise. « Nous avons vraiment réussi. C'était juste le début », répondis-je en m'asseyant à côté de lui. « Demain, nous avons 45 couverts, et dimanche, 52. » Il sourit. « Tu crois que nous tiendrons le rythme, avec l'équipe que nous avons ?»« Bien sûr. » Marc nous rejoignit, encore en tenue de cuisine. « Félicitations, patron, patronne. Ce soir, nous avons montré de quoi nous étions capables. Merci, Marc. Sans toi, sans toute l'équipe... c'est ça, une famille, m'interrompit-il. On se serre les coudes dans les moments difficiles. Nous passâmes encore 1 heure à débriefer la soirée, analysant chaque détail, notant les points à améliorer pour les services suivants. Puis, l'équipe rentra chez elle, nous laissant seuls dans le restaurant. « Tu sais ce que j'ai pensé en voyant Jean-Pierre Koff goûter ton magret ?» demandai-je à Julien en rangeant les dernières 2 chaises. « Non, quoi ? J'ai pensé que j'étais fière de toi, fière de nous, fière de ce que nous avions reconstruit ensemble. » Il s'approcha de moi et me prit dans ses bras. « Sans toi, sans ton blog, sans ta confiance en nous, nous aurions tout perdu. Tu m'as sauvée, Amélie. Tu nous as sauvés. Nous nous sommes sauvés mutuellement. C'est ça, l'amour véritable. » Nous remontâmes dans notre appartement, fourbus, mais sereins. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir nous souriait. Mon blog affichait maintenant plus de 800 000 vues pour l'article sur notre renaissance, et les commentaires continuaient d'affluer. Mais le plus beau message que je reçus ce soir-là ne venait pas d'un lecteur inconnu. Il était de Thomas, le frère de Julien, qui avait été si furieux de notre décision d'abandonner ses fournisseurs. « Julien, Amélie, j'ai suivi ce qui vous arrive depuis quelques jours. J'ai lu l'article, vu l'interview, et j'avoue que j'ai eu tort de me mettre en colère. Vous aviez raison de privilégier la qualité. J'espère que nous pourrons nous réconcilier bientôt. Je suis fier de vous, Thomas. Même ton frère nous soutient maintenant, dis-je à Julien en lui montrant le message. Il a toujours eu du mal à admettre ses erreurs, répondit-il en souriant. Ça doit lui coûter de reconnaître qu'il s'est trompé. L'important, c'est qu'il le fasse. Demain, nous pourrions l'inviter à dîner, en famille. Bonne idée. Nous avons assez de chicanes comme ça. Cette nuit-là, nous dormîmes profondément, paisiblement, pour la première fois depuis des mois. Le cauchemar était fini. Notre nouvelle vie commençait. Le lendemain matin, je fus réveillée par la sonnerie insistante de mon téléphone. Il était 8 heures, et j'avais du mal à émerger. L'écran affichait un numéro que je ne connaissais pas. « Allô ? Bonjour Madame Moreau, ici Stéphanie Renard, de l'émission Saveurs de France, sur France 2. Nous aimerions faire un reportage sur votre restaurant et votre blog. Seriez-vous disponible pour en discuter ? » Je me redressai dans le lit, soudain parfaitement réveillée. Saveurs de France était l'émission culinaire la plus regardée de France. Participer à ce programme pourrait donner à notre restaurant une visibilité nationale. « Bien sûr, » répondis-je. « Quand souhaiteriez-vous venir ? Le plus tôt possible. Votre histoire fait déjà beaucoup parler dans le milieu. Nous pourrions être là dès la semaine prochaine si cela vous convient. » Julien, réveillé par ma conversation, me regardait avec des yeux interrogateurs. Je lui fis signe que c'était important. « Parfait, » dis-je à la journaliste. « Nous vous attendons. » Quand je raccrochais, Julien était assis dans le lit, parfaitement éveillé. Qu'est-ce qui se passe ? France 2 veut faire un reportage sur nous. Il resta silencieux un long moment, puis secoua la tête avec incrédulité. Il y a 1 semaine, nous étions au bord de la faillite. Aujourd'hui, France 2 s'intéresse à nous. C'est de la folie. C'est la magie des réseaux sociaux et de l'authenticité, répondis-je en l'embrassant. Quand on touche les gens au cœur, tout devient possible. Nous descendîmes prendre notre petit déjeuner, et je consultai une dernière fois les statistiques de mon blog. L'article approchait maintenant du 1 million de vues, un record absolu pour moi. Mais plus que les chiffres, c'étaient les messages qui me touchaient. Des centaines de personnes nous remerciaient de leur avoir redonné espoir, de leur avoir montré qu'il était possible de se relever après un échec. « Tu sais quoi ?» dis-je à Julien en refermant l'ordinateur. « Je pense que nous ne mesurons pas encore l'ampleur de ce qui nous arrive.
Cette histoire dépasse largement notre petit restaurant. Nous sommes devenus un symbole. Un symbole de quoi? De l'espoir, de la réconciliation, de la possibilité de recommencer. Dans notre époque où tout va si vite, où on jette tout dès qu'il y a un problème, nous avons montré qu'on pouvait réparer, reconstruire, retrouver l'amour. Il me prit la main et la serra tendrement. Et nous ne faisons que commencer. Partie 5. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon incessant. Le reportage de France 2 avait été diffusé un mardi soir à 1 heure de grande écoute. Et l'impact fut immédiat et considérable. Le lendemain matin, notre téléphone sonnait sans interruption. Les réservations affluaient de toute la France. Certaines personnes étant prêtes à faire des centaines de kilomètres pour venir dîner chez nous. « Amélie, nous avons un problème », m'annonça Marie en arrivant au restaurant ce matin-là, les traits tirés par l'épuisement. « J'ai reçu plus de 200 demandes de réservation depuis hier soir. Nous sommes complets jusqu'en février. Février de l'année prochaine !» Je regardais le planning qu'elle me tendait, incrédule. Chaque case était remplie, parfois avec une liste d'attente. Notre petit restaurant de 60 couverts était devenu l'un des plus demandés de la région. « Et ce n'est pas tout », continua Marie. « J'ai eu 3 appels de journalistes ce matin, 2 demandes d'interview radio, et un éditeur qui veut vous proposer d'écrire un livre sur votre histoire. Un livre. » L'idée ne m'avait jamais effleurée, mais maintenant qu'elle était évoquée, elle me séduisait. Raconter notre parcours, nos erreurs, notre renaissance, partager avec le plus grand nombre les leçons que nous avions apprises. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demandai-je à Julien qui venait de nous rejoindre, encore en tenue de cuisine. « Je pense que nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, » répondit-il en s'essuyant les mains sur son tablier. « Mais je pense aussi que nous devons rester vigilants. Le succès peut être aussi dangereux que l'échec. » Il avait raison. Ces dernières semaines, j'avais vu quelque chose changer dans notre équipe, dans notre restaurant, parfois même en nous. L'affluence était telle que nous avions dû embaucher 3 personnes supplémentaires. L'ambiance familiale que nous chérissions tant commençait à se perdre dans la course effrénée du service. « Hier soir, » continua Julien, « j'ai surpris Antoine en train de prendre une photo de lui avec un client pour Instagram. Et Sophie a passé plus de temps à expliquer ses desserts aux journalistes qu'à les préparer. Tu as peur que nous perdions notre âme ? J'ai peur que nous reproduisions les mêmes erreurs qu'avant, mais dans l'autre sens. Avant, je ne pensais qu'aux économies. Maintenant, je risque de ne penser qu'au succès médiatique. » Sa lucidité me rassura. C'était bien l'homme que j'avais épousé qui me parlait, celui qui savait prendre du recul et analyser les situations avec justesse. « Que proposes-tu ? » « Une réunion d'équipe. Ce soir, après le service. Il faut qu'on parle de tout ça, qu'on remette les choses au clair. » L'idée était excellente. Nous convoquâmes tout le personnel pour 23 heures, après le départ du dernier client. L'ambiance était étrange quand nous nous installâmes autour de la grande table de la salle privée. Il y avait de l'excitation dans l'air, mais aussi une certaine tension. « Voilà où nous en sommes », commença Julien en montrant le carnet de réservation. « Complet jusqu'en février. Des demandes de partout en France. Des journalistes qui viennent à manger ici presque chaque soir. C'est formidable, non ?» demanda Antoine, visiblement ravi de cette notoriété soudaine. « C'est formidable, mais c'est aussi dangereux, » répondis-je. « Nous risquons de perdre ce qui fait notre force. L'authenticité, la proximité avec nos clients, l'amour du travail bien fait. » Marc hocha la tête. « Amélie a raison. Ces derniers jours, j'ai senti qu'on commençait à cuisiner pour les journalistes et les réseaux sociaux plutôt que pour le plaisir de nos clients. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Sophie, sur la défensive. « Je veux dire qu'hier, tu as refait 3 fois ton dessert pour qu'il soit parfait en photo. Résultat, la table 12 a attendu 20 minutes et les clients n'étaient pas contents. Un silence gêné s'installa. Sophie rougit, mais ne protesta pas. Elle savait que Marc avait raison. « Écoutez, » repris-je, « je ne veux pas jouer les rabat-joie. Ce succès, nous l'avons mérité. Vous l'avez mérité. Mais nous ne devons jamais oublier pourquoi nous faisons ce métier. Pour nourrir les gens, dit Pierre simplement. Exactement. Pour leur faire plaisir, pour leur offrir un moment de bonheur. Pas pour être à la une des magazines ou pour avoir des milliers de likes sur Instagram. » Julien prit le relais. Nous allons donc établir quelques règles. Première règle, aucune photo en cuisine pendant le service. Les journalistes devront s'adapter à nos horaires, pas l'inverse. Deuxième règle, ajoutai-je, nous gardons du temps pour nos clients habitués. Même si nous sommes complets, nous réservons toujours quelques tables pour les gens de la région qui nous ont soutenus depuis le début. Troisième règle, continua Julien, la qualité avant tout. Si nous ne pouvons pas assurer le même niveau d'excellence avec 60 couverts par soir, nous en ferons 50. Marc leva la main.
Et la pression médiatique? Chaque soir, nous avons au moins un journaliste en salle. Ça me stresse. J'ai l'impression d'être jugée en permanence. C'est normal, répondis-je. Mais rappelle-toi que ces journalistes ne viennent pas pour te piéger. Ils viennent parce qu'ils ont entendu parler de ton talent. Cuisine comme tu sais le faire, avec passion, et tout ira bien. La réunion dura encore 1 heure. Nous abordâmes tous les sujets. La gestion des réservations, l'organisation du service, les relations avec la presse, l'équilibre entre notre vie professionnelle et personnelle. Quand elle se termina, l'atmosphère était plus détendue. L'équipe avait compris qu'il ne s'agissait pas de freiner le succès, mais de l'accompagner intelligemment. Une dernière chose, dis-je, avant que tout le monde se sépare. N'oubliez jamais que vous faites partie d'une famille. Ce restaurant, c'est notre maison commune. Prenez-en soin. Les jours suivants confirmèrent la justesse de notre approche. En reprenant le contrôle de notre succès au lieu de le subir, nous retrouvâmes l'équilibre qui nous avait manqué. Les services redevinrent fluides, l'ambiance en cuisine s'apaisa, et surtout, les clients repartirent avec le sourire. Mon blog continuait son ascension fulgurante. L'article sur notre renaissance avait dépassé les 2 millions de vues, et j'avais gagné plus de 300 000 nouveaux abonnés en 1 mois. Les propositions de partenariat pleuvaient, les marques se disputaient mes recommandations. Les éditeurs me pressaient d'écrire un livre. « Tu vas accepter ?» me demanda Julien un soir, alors que nous examinions ensemble la proposition d'un éditeur parisien réputé. « Pour le livre, j'y pense sérieusement, mais pas tout de suite. D'abord, je veux que nous stabilisions la situation du restaurant. Et pour les partenariats, cette marque d'ustensiles de cuisine t'offre 50 000 € pour une simple recommandation. 50 000 €, c'est tentant, mais ces ustensiles, je ne les ai jamais testés. Comment pourrais-je les recommander à mes lecteurs ?» Il sourit. « Tu n'as pas changé. L'argent ne te fait toujours pas perdre la tête. L'argent, c'est un moyen, pas une fin. Ce qui compte, c'est la confiance de mes lecteurs. Sans elle, mon blog ne vaut rien. » Cette philosophie, nous l'appliquions aussi au restaurant. Malgré les sollicitations de chaînes de télévision qui voulaient nous filmer en permanence, malgré les propositions de franchise qui nous auraient rapporté des fortunes, nous restions fidèles à nos valeurs. Un matin de novembre, je reçus un appel qui allait encore changer notre vie. C'était Michel Larocque, la présentatrice de l'émission « Rendez-vous en terre inconnue ». « Madame Moreau, votre histoire nous a beaucoup touchés. Nous aimerions vous proposer quelque chose d'un peu particulier. Je vous écoute. Que diriez-vous de partir 15 jours en Thaïlande pour découvrir la cuisine locale et la faire connaître à vos lecteurs? Nous documenterions votre voyage et vous pourriez ensuite créer une série d'articles sur cette expérience. » L'offre était alléchante, mais elle soulevait un problème majeur. « Madame Larocque, c'est une proposition magnifique, mais nous ne pouvons pas fermer le restaurant 15 jours. Nos clients, et si nous emmenions aussi votre mari, vous pourriez découvrir ensemble cette cuisine, et au retour, créer des plats de fusion français-thaï pour votre restaurant. » L'idée était séduisante. Depuis notre réconciliation, Julien et moi n'avions pas pris une seule journée de congé. Nous étions happés par le succès du restaurant, pris dans un tourbillon qui ne nous laissait aucun répit. Laissez-moi en parler à mon mari et à notre équipe. Je vous rappelle, quand je proposai l'idée à Julien, ses yeux s'illuminèrent pour la première fois depuis des semaines. « La Thaïlande? Tu es sérieuse? » « Tout à fait. 15 jours là-bas, à découvrir une cuisine que nous ne connaissons pas, à apprendre de nouveaux techniques, à nous inspirer pour de nouveaux plats. Mais le restaurant, Marc peut assurer l'intérim. Et puis, nous pouvons programmer ce voyage pendant une période plus calme. » Il réfléchit quelques instants, puis hocha la tête avec enthousiasme. « Faisons-le. Nous avons besoin de prendre du recul, de nous retrouver, de redécouvrir pourquoi nous aimons la cuisine. » L'équipe accueillit l'idée avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Marc accepta volontiers de prendre les rênes temporairement, et les autres se montrèrent curieux de découvrir les recettes que nous ramènerions de ce voyage. « Vous méritez ces vacances, » déclara Sophie. « Depuis des mois, vous n'arrêtez pas. Et puis, ça nous fera du bien de montrer qu'on peut tenir le restaurant sans vous. » Sa boutade nous fit rire, mais elle contenait une part de vérité. Il était important que l'équipe gagne en autonomie, qu'elle se sente pleinement responsable de la réussite du restaurant. Les préparatifs du voyage nous occupèrent pendant plusieurs semaines. Je me documentais sur la cuisine thaïlandaise, appris quelques mots de base, pris contact avec des chefs locaux que nous devions rencontrer. Julien, de son côté, étudiait les techniques de cuisson asiatique, s'interrogeait sur les épices et les associations de saveurs. La veille du départ, nous organisâmes un dîner d'adieu avec toute l'équipe. L'ambiance était détendue, chaleureuse.
Nous avions traversé tant d'épreuves ensemble que ces 15 jours de séparation nous semblaient de presque dérisoires. « Promettez-moi une chose, dis-je en levant mon verre. Amusez-vous. Profitez de cette expérience pour prendre des initiatives, pour exprimer votre créativité. À notre retour, nous voulons retrouver un restaurant encore plus vivant qu'aujourd'hui. Et vous, répondit Marc, promettez-nous de vraiment vous reposer, de redécouvrir le plaisir d'être ensemble, sans pression, sans journaliste, sans téléphone qui sonne toutes les 5 minutes. Promis, répondîmes-nous en chœur. Le lendemain matin, nous prîmes l'avion pour Bangkok, laissant derrière nous un restaurant florissant, une équipe soudée et surtout, une histoire d'amour qui avait survécu à ses pires épreuves. Pendant le vol, je consultais une dernière fois les statistiques de mon blog. 2 800 000 abonnés, des articles qui généraient chacun plus d'1 million de vues, des revenus qui dépassaient maintenant les 800 000 € annuels. Ces chiffres qui auraient dû me réjouir me laissaient étrangement indifférente. « À quoi tu penses ?» me demanda Julien, qui avait remarqué ma songerie. « Je pense que nous avons réussi au-delà de nos rêves les plus fous. Mais je pense aussi que le plus important, ce n'est pas le succès, c'est d'avoir retrouvé notre complicité. » Il me prit la main et la serra tendrement. « Tu as raison, le reste, c'est du bonus. » L'avion survola les nuages, nous emportant vers une nouvelle aventure. Mais pour la première fois depuis des mois, cette aventure était la nôtre, pas celle de nos médias ou de nos clients, juste la nôtre. En arrivant à Bangkok, nous fûmes accueillis par la moiteur tropicale et un parfum d'épices qui nous fit immédiatement saliver. Notre guide, un jeune homme souriant nommé Somchai, nous attendait avec un panneau à nos noms. « Bienvenue en Thaïlande. Vous êtes prêts pour découvrir la vraie cuisine de mon pays ?»« Plus que prêts, » répondis-je en souriant. « Nous sommes impatients d'apprendre. » Les premiers jours furent une révélation. Nous découvrîmes des saveurs inconnues, des techniques de cuisson ancestrales, une philosophie culinaire basée sur l'équilibre entre le sucré, le salé, l'acide et le piquant. Chaque repas était une leçon, chaque marché une exploration. « Regarde ça !» dit Julien en examinant un fruit étrange sur un étal. « Je n'ai jamais rien vu de pareil. »« Comment ça se cuisine ?» Le vendeur, un vieux monsieur édenté mais souriant, nous fit goûter le fruit et nous expliqua en anglais approximatif comment le préparer. Cette simplicité, cette générosité dans le partage du savoir culinaire nous touchèrent profondément. Le soir, dans notre petit hôtel, nous prenions des notes, élaborions des idées de fusion, imaginions comment adapter ces découvertes à notre cuisine française. Mais surtout, nous parlions. De nous, de nos rêves, de nos projets. Ces conversations nous avaient manqué plus que nous ne l'avions réalisé. « Tu sais ce qui me fait le plus plaisir dans ce voyage ?» me dit Julien un soir, alors que nous dînions sur une terrasse face au Mékong. « Nos découvertes culinaires ? Non, c'est de te retrouver. La vraie Amélie, pas la blogueuse célèbre ou la patronne stressée. Juste ma femme, celle que j'ai épousée il y a 18 ans. » Ces mots me firent monter les larmes aux yeux. Il avait raison. Quelque part dans le tourbillon du succès, j'avais perdu une partie de moi-même. Ce voyage était en train de me la rendre. « Moi aussi je te retrouve », murmurai-je. Le vrai Julien, celui qui cuisine par passion, pas par obligation. Celui qui s'émerveille devant une simple technique de découpe ou une association d'épices originales. Nous passâmes le reste de la soirée à planifier notre retour, non pas en termes logistiques, mais en termes d'état d'esprit. Comment garder cette sérénité retrouvée? Comment préserver notre couple des tentations du succès? Comment rester nous-mêmes malgré la notoriété? Nous établirons des règles, décida Julien. Une soirée par semaine rien que pour nous. Pas de téléphone, pas de clients, pas de réseaux sociaux. Juste nous deux. Et un week-end par mois. Nous fermons le restaurant pour partir quelque part, en amoureux. Tu crois que l'équipe acceptera? Si nous leur expliquons que c'est pour préserver notre couple et donc l'avenir du restaurant, bien sûr qu'ils accepteront. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour avec une tendresse que nous avions oubliée. Non pas l'amour mécanique de deux époux fatigués, mais la passion retrouvée de deux âmes qui se redécouvraient. Le lendemain, nous partîmes visiter une école de cuisine dans le nord du pays. Ce que nous y découvrîmes allait changer notre vie, encore une fois. Partie 6. Conclusion. L'école de cuisine que nous découvrîmes ce matin-là dans les montagnes du nord de la Thaïlande allait bouleverser notre vision de l'enseignement culinaire. Ce n'était pas une école traditionnelle, mais plutôt un centre communautaire où des femmes du village apprenaient à cuisiner pour améliorer leurs revenus familiaux. Ces femmes, nous expliqua Niran, la directrice du centre, n'ont pas eu accès à l'éducation formelle, mais elles possèdent un savoir culinaire ancestral extraordinaire. Nous leur apprenons les bases de l'hygiène alimentaire, de la gestion,
Et en échange, elles nous transmettent leurs recettes secrètes. Je regardais ces femmes travailler, leurs gestes précis et gracieux, leur concentration totale. Elles cuisinaient avec une joie simple qui me rappela pourquoi j'étais tombée amoureuse de ce métier. Pas pour la gloire ou l'argent, mais pour le plaisir pur de créer quelque chose de beau et de bon. « Amélie » murmura Julien à mon oreille. « J'ai une idée folle. » « Laquelle ? Et si nous créions quelque chose de similaire en France ? Pas une école de cuisine classique, mais un endroit où les gens pourraient venir apprendre, partager, transmettre. L'idée me séduisit immédiatement. Depuis le succès de mon blog, j'avais reçu des centaines de messages de lecteurs qui rêvaient d'apprendre la cuisine, mais qui n'avaient pas les moyens de s'inscrire dans des écoles prestigieuses et coûteuses. Tu penses à quoi exactement ? À un centre de formation populaire, où nous enseignerions les bases de la cuisine française, mais aussi les cuisines du monde, où les gens pourraient venir avec leurs propres recettes familiales et les partager. Un lieu d'échange, de transmission, de création collective. Plus il parlait, plus l'idée prenait forme dans mon esprit. Nous pourrions utiliser la notoriété de mon blog et le succès du restaurant pour créer quelque chose d'utile, de généreux. Rendre à la communauté ce qu'elle nous avait donné. Nous pourrions l'installer dans l'ancienne ferme de tes parents, suggérai-je. Elle est assez grande, et avec quelques aménagements. Exactement. Et nous pourrions proposer des tarifs très abordables, peut-être même des cours gratuits pour les personnes en difficulté, financés par les revenus de mon blog et les bénéfices du restaurant. Un projet social autant qu'économique. Nous passâmes le reste de notre séjour en Thaïlande à affiner cette idée, à rencontrer d'autres initiatives similaires, à noter tout ce qui pourrait nous inspirer. L'enthousiasme nous gagnait de jour en jour. Ce projet représentait l'aboutissement logique de notre parcours. Après avoir failli tout perdre, puis tout retrouver, nous voulions partager notre expérience et nos connaissances. Le vol du retour fut consacré à l'élaboration d'un véritable business plan. Combien d'élèves pourrions-nous accueillir ? Quels cours proposer ? Comment organiser les espaces ? Quel partenariat développer avec les producteurs locaux ? Tu te rends compte ? dis-je à Julien alors que l'avion survolait l'Europe. Il y a 6 mois, nous étions au bord du divorce et de la faillite. Aujourd'hui, nous planifions l'ouverture d'une école de cuisine. C'est la preuve que rien n'est jamais perdu, qu'il faut juste savoir saisir les bonnes opportunités au bon moment. Et avoir la chance d'être épaulé par quelqu'un qui nous aime. Il me prit la main et la serra tendrement. Pour ça, nous avons eu de la chance tous les deux. Notre retour fut triomphal. L'équipe nous accueillit comme des héros, impatiente de connaître nos découvertes culinaires. Marc avait brillamment tenu les rênes du restaurant en notre absence, prouvant que notre confiance était justifiée. « Alors, c'est 15 jours ?» demanda-t-il avec un sourire complice. « Transformateur !» répondit Julien. « Nous avons rapporté de quoi renouveler complètement notre carte. Et nous avons aussi un projet à vous présenter. » La réunion d'équipe de ce soir-là fut mémorable. Nous présentâmes nos nouvelles recettes, nos idées de plats fusion, mais surtout notre projet d'école de cuisine. L'accueil fut enthousiaste. « Vous voulez dire que nous pourrions tous enseigner ?» demanda Sophie, les yeux brillants. « Bien sûr. Chacun de vous a des compétences particulières à transmettre. Cette école, ce serait un projet collectif. Et les horaires ? S'inquiéta Marie. Nous organiserons les cours en fonction de nos disponibilités au restaurant. Le but n'est pas de nous épuiser, mais de partager notre passion. » Pierre leva la main. « Moi, j'aimerais bien enseigner le service en salle, montrer aux jeunes comment bien accueillir les clients, comment servir avec élégance. » « Excellente idée, approuvai-je. Nous pourrions proposer des formations complètes, cuisine, pâtisserie, service, gestion d'un restaurant. » L'enthousiasme était contagieux. Chacun commençait à imaginer sa contribution à ce projet, à réfléchir aux cours qu'il pourrait donner, aux techniques qu'il aimerait transmettre. Les semaines suivantes furent consacrées à la finalisation du projet. Je publiai un article sur mon blog pour annoncer la création prochaine de l'école des saveurs partagées, expliquant notre philosophie et nos objectifs. La réaction fut immédiate et massive. En 3 jours, nous reçûmes plus de 5000 demandes d'inscription. 5000 répéta Julien, abasourdi. Comment allons-nous faire ? Nous ne pouvons accueillir que 50 personnes par session. Nous commencerons petits et nous grandirons progressivement. L'important, c'est de bien faire les choses. Pendant que nous préparions l'ouverture de l'école, le restaurant continuait de prospérer. Les plats fusion que nous avions rapportés de Thaïlande remportaient un succès fou. Jean-Pierre Coff revint dîner et publia un article dithyrambique sur notre capacité d'innovation constante. Claire Dubois nous consacra une chronique entière dans son magazine, saluant notre génie créatif et notre authenticité préservée. Mon blog atteignit les 3 millions d'abonnés.
et les propositions commerciales se multipliaient. Mais nous avions appris à être sélectifs, à ne nous associer qu'aux marques et aux projets qui correspondaient vraiment à nos valeurs. « Tu sais ce qui me rend le plus fier ?» me dit Julien un soir, alors que nous préparions les derniers détails pour l'inauguration de l'école. Notre réconciliation? Ça, bien sûr, mais aussi le fait que nous ayons su transformer notre échec en force. Nous aurions pu nous contenter de sauver le restaurant et de profiter du succès. Au lieu de ça, nous créons quelque chose d'utile pour les autres. C'est notre façon de dire merci à tous ceux qui nous ont aidés à nous relever. L'inauguration de l'école des saveurs partagées eut lieu un samedi d'avril, dans l'ancienne ferme des parents de Julien magnifiquement rénovée. Nous avions invité une 50aine de personnes, la première promotion d'élèves, nos fournisseurs, quelques journalistes, et bien sûr, Thomas, le frère de Julien, avec qui nous nous étions réconciliés. « Je dois vous avouer quelque chose », déclara Thomas lors de son discours. « Quand vous avez arrêté de travailler avec mes fournisseurs, j'ai cru que vous étiez devenu fou. Aujourd'hui, je comprends que vous aviez raison de privilégier la qualité. Et ce projet d'école prouve que votre succès ne vous a pas monté à la tête. » Ces mots me touchèrent profondément. La réconciliation familiale était aussi importante que notre réussite professionnelle. Le premier cours fut donné par Julien lui-même, les bases de la cuisine française. Je le regardais enseigner, partager sa passion avec la même générosité qu'il mettait dans ses plats. Ses élèves, âgés de 16 à 70 ans, l'écoutaient avec attention, posèrent des questions pertinentes, s'émerveillaient devant chaque technique. « Voilà », murmurai-je à Marie qui m'avait rejointe, « c'est exactement ce que nous voulions créer. Un lieu où la cuisine rassemble, où l'âge et l'origine sociale n'ont pas d'importance, où seul compte l'envie d'apprendre et de partager. N'oublie pas le partage. » 6 mois après l'ouverture de l'école, nous faisions le bilan. Plus de 300 personnes avaient suivi nos cours, certaines pour le plaisir, d'autres dans l'espoir de créer leur propre activité culinaire. Plusieurs de nos anciens élèves avaient ouvert de petits restaurants ou des services de traiteurs, appliquant les techniques apprises chez nous. Nous avons créé un écosystème, observa Marc lors d'une réunion d'équipe. Les élèves deviennent à leur tour des ambassadeurs de la bonne cuisine. C'est formidable. « Et financièrement ?» demanda Pierre, toujours pragmatique. « L'école s'autofinance, annonçai-je. Nous ne gagnons pas d'argent dessus, mais nous n'en perdons pas non plus. Et les retombées indirectes pour le restaurant sont considérables. » Effectivement, beaucoup de nos élèves venaient dîner au restaurant après leurs cours, amener leurs familles et leurs amis. L'école était devenue un formidable outil de fidélisation et de développement commercial. Un soir de décembre, presque un an après notre réconciliation, Julien et moi nous retrouvâmes seuls dans le restaurant après le service. C'était devenu notre rituel hebdomadaire. Prendre un moment rien qu'à nous, sans téléphone, sans ordinateur, juste pour parler et être ensemble. « Si on m'avait dit il y a un an que nous en serions là aujourd'hui, » murmura Julien en sirotant un verre de vin, « je ne l'aurais jamais cru. Moi non plus. Parfois, j'ai l'impression de rêver. 3 millions d'abonnés sur ton blog, un restaurant qui ne désemplit pas, une école qui marche au-delà de nos espérances, et surtout, il marqua une pause et me regarda intensément. Surtout, nous nous aimons plus fort qu'avant. Il avait raison. Notre amour avait traversé l'épreuve de l'échec et celle du succès. Il en était sorti grandi, approfondi, enrichi. « Tu sais ce qui me fait le plus plaisir ?» demandai-je. « Dis-moi. » C'est de voir que nous inspirons d'autres couples. Les messages que je reçois sur le blog, des dizaines de personnes nous écrivent qu'elles ont surmonté leurs propres difficultés en s'inspirant de notre histoire. Nous sommes devenus un symbole sans l'avoir voulu, un symbole d'espoir, la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour se rattraper, pour se réconcilier, pour repartir. Cette nuit-là, en montant dans notre appartement, je jetai un dernier coup d'œil au restaurant. Les tables étaient dressées pour le lendemain, la salle brillait de propreté, tout était prêt pour accueillir de nouveaux clients. Dans la cuisine, nos équipes avaient préparé avec amour les bases qui serviraient à élaborer les plats du jour suivant. La table d'émeraude, notre bébé, avait grandi et prospéré. Mais plus que cela, elle était devenue le symbole de notre renaissance, le témoin de notre amour retrouvé. Je me connectais une dernière fois à mon blog avant de me coucher. Un nouveau message venait d'arriver, d'une jeune femme de Lyon. « Chère Amélie, mon mari et moi traversons une crise terrible. Nous étions sur le point de divorcer quand nous avons lu votre histoire. Nous avons décidé de nous battre pour notre couple, inspirés par votre exemple. Nous venons dîner chez vous la semaine prochaine pour célébrer notre réconciliation. Merci de nous avoir montré le chemin. » Je montrai le message à Julien, qui sourit avec émotion. « C'est ça,
notre vraie réussite, murmura-t-il. Pas les étoiles au guide Michelin, ou les millions d'abonnés. C'est d'avoir aidé des gens à sauver leur amour, et d'avoir sauvé le nôtre au passage. Il m'embrassa tendrement, et nous nous endormîmes dans les bras l'un de l'autre, apaisés et confiants en l'avenir. 2 ans plus tard, l'histoire prit un nouveau tournant quand je reçus un appel inattendu. C'était un producteur de cinéma parisien qui voulait adapter notre histoire pour en faire un film. « Votre parcours touche tellement de gens », m'expliqua-t-il. « Cette histoire d'amour, de résilience, de renaissance, c'est exactement le type de récit dont les spectateurs ont besoin aujourd'hui. » Julien et moi discutâmes longuement de cette proposition. Exposer encore davantage notre intimité, voir notre histoire racontée par d'autres, l'idée nous séduisait et nous inquiétait à la fois. « Si nous acceptons, » finit par dire Julien, « ce doit être pour les bonnes raisons, pour continuer à inspirer, à donner espoir, pas pour la gloire ou l'argent, et à condition de contrôler le scénario. Notre histoire, c'est nous qui la racontons le mieux. » Nous acceptâmes finalement, et le film sortit 2 ans plus tard. Il remporta un succès considérable, touchant des millions de spectateurs dans le monde entier. Mais plus que le succès commercial, ce furent les réactions du public qui nous émurent. Des centaines de couples nous écrivirent pour nous dire que notre histoire leur avait redonné espoir, les avait encouragés à se battre pour leur amour. Aujourd'hui, 5 ans après notre réconciliation, la table d'émeraude est devenue une référence gastronomique nationale. Mon blog compte plus de 5 millions d'abonnés et l'école des saveurs partagées a formé plus de 2000 personnes. Nous avons ouvert une 2e école à Lyon, puis une 3e à Marseille. Mais le plus important, c'est que Julien et moi sommes toujours ensemble, plus amoureux que jamais. Nous avons appris que l'amour véritable n'est pas exempt d'épreuves, mais qu'il peut les surmonter si l'on s'en donne les moyens. Chaque soir, quand nous fermons le restaurant et que nous remontons dans notre appartement, nous prenons un moment pour nous rappeler d'où nous venons. Cette nuit où tout semblait perdu, où nous étions au bord de la rupture définitive, où l'avenir paraissait bouché. Tu te souviens, me dit parfois Julien, de cette nuit où tu m'as révélé ton succès, quand tu m'as dit que ton dernier article avait été partagé 500 000 fois? Comment l'oublier? Tu es devenu blême en réalisant que j'étais passé à côté de ta réussite par orgueil et aveuglement, que j'avais failli perdre la femme de ma vie pour des histoires d'égo stupides. Mais nous nous en sommes sortis, grâce à toi, grâce à ton amour, à ta patience, à ta foi en nous, grâce à nous deux, parce que l'amour, ça se construit à 2, et nous nous endormons chaque soir avec la certitude que, quoi qu'il arrive, nous saurons affronter l'avenir ensemble. Car nous avons appris la plus précieuse des leçons, que l'amour véritable, comme la bonne cuisine, demande du temps, de la patience et beaucoup de cœur. Notre histoire continue, jour après jour, plat après plat, article après article, et elle continuera tant que nous aurons la chance de nous aimer et de partager cette chance avec le monde entier.